Ce 2 avril 2024 marque le 50e anniversaire de la disparition du président Georges Pompidou. Il aimait le Finistère et y passait régulièrement ses vacances. Le Sud Finistère. Le Sud Finistère qui est encore dans le Finistère. Voilà. Bon, la Léonarde que je suis, je sais bien que les Cornouaillais sont différents. Mais enfin, nous sommes tous finistériens et attachés à y être. Continuateur du général de Gaulle, il poursuivit la modernisation du pays avec de grands projets, comme le TGV, idée qui reste encore à parachever pour notre pointe bretonne, notamment le Nord. Visionnaire, il créa le 8 janvier 1971 le premier ministère de l'Environnement. Mais il était aussi conservateur et à ce titre, il tenait à ce que le budget de l'État soit en équilibre. Et sous sa présidence, les budgets de l'État étaient en équilibre. Il était venu à Brest le 22 octobre 1971, rendant visite à la fois aux armées et à la ville. Ville qui a honoré sa mémoire en donnant son nom à une de ses avenues. Alors le général de Gaulle a sa place, François Mitterrand sa médiathèque. Pourquoi ne pas poursuivre le cours d'histoire de la Ve République en commémorant nos deux autres présidents disparus? Et je viens d'entendre un vive Chirac qui est de bon augure. Monsieur le maire, dans quelques instants, vous allez soumettre au vote du Conseil 2 délibérations concernant le fonctionnement interne à la municipalité. Je ne les évoquerai que pour indiquer que nous ne prendrons pas part à ces votes. En effet, tant l'organisation, l'opportunité que le calendrier relèvent de vos choix et de votre pouvoir discrétionnaire en qualité de maire. C'est à la place des femmes dans notre société et dans notre ville que je consacrerai mon propos introductif. Certes, la situation des femmes dans notre pays a considérablement évolué sur le plan juridique, sur leur capacité d'agir en tant qu'être autonomes de leur époux, de leur père, sur leurs droits sociaux et sociétaux, sur leurs droits politiques, sur l'accès à la formation et à l'emploi. Tout cela est le fruit d'un combat qui non seulement n'est pas terminé, mais surtout n'est pas acquis. Le sort de la moitié de l'humanité est dans nombre de contrées cruel. Les droits humains sont bafoués, allant des discriminations affichées jusqu'à la banalisation de la négation de l'autre, de sa liberté, de son intégrité. Des jeunes filles mariées de force, parfois mutilées, des femmes vivant sous la coupe de tyrans sûrs de leurs droits ancestraux ou religieux, des esclaves liés à la prostitution ou à la pornographie, des victimes de crimes sexuels lors de conflits armés ou d'actes terroristes. Nous sommes tous sûrement consternés lorsque l'on constate ces derniers temps, y compris en France, que certains et même certaines minimisent ces crimes odieux en fonction des nationalités ou des circonstances politiques. Mais regardons chez nous. Que nous révèle le 5e rapport sur l'état des lieux du sexisme en France, publié en janvier 2024 par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes? Malgré tous les dispositifs existants, les violences faites aux femmes restent dramatiquement élevées. Les cas de harcèlement et d'atteinte sexiste dans l'espace public comme au travail sont légion. Près de 100% des femmes ont été placées un jour dans cette situation. Ce qui conduit de nombreuses femmes à adopter des stratégies d'évitement. 90% d'entre elles affirment avoir déjà renoncé à des actions ou modifié leur comportement pour ne pas être victime de sexisme. Et encore ce matin, je recevais à la permanence quelqu'un qui venait m'exposer ce genre de problème. Ce même rapport dresse un constat affligeant d'un sexisme, je cite, qui perdure et dont les manifestations les plus violentes s'aggravent, notamment chez les jeunes générations. Alors on aurait pu espérer que sous l'effet de l'éducation,
Les plus jeunes seraient aussi les plus engagés pour l'égalité et la dignité des femmes. Il n'en est rien. Et le Haut Conseil désigne l'école aux côtés de la famille et du numérique comme, je cite toujours, les incubateurs du sexisme. Les 25-34 ans sont davantage imprégnés par les stéréotypes sexistes que leurs aînés. Quelques chiffres. 20% considèrent qu'une femme agressée sexuellement peut être en partie responsable de sa situation. 20% considèrent que pour être respecté en tant qu'homme dans la société, il faut se vanter de ses exploits sexuels auprès de ses amis. 23% estiment qu'il faut être violent pour se faire respecter. Quant à la pornographie qui conditionne pour une large part la manière dont les jeunes hommes considèrent les femmes et construisent leur conception de la sexualité, seulement 48% des 15-34 ans trouvent, je cite, que l'image des femmes véhiculée par les contenus pornographiques est problématique. Donc il y a une majorité qui ne trouve pas que c'est problématique. Dans les autres domaines de la société, les indicateurs montrent combien la situation reste fragile, voire se dégrade sous le coup de facteurs très divers. Ce sont les stéréotypes entretenus dès la maternelle. On a vu, il y a eu une étude récente du Conseil pour l'école montrant que les instituteurs dès la maternelle poussaient plus les garçons que les filles en maths, puisque à l'introduction en maternelle, les résultats sont plutôt un tout petit peu plus favorables pour les filles, et hop, en CP, ça y est, c'est renversé. Donc c'est dès la maternelle, c'est terrible. Et tout au long du cursus, bien entendu, avec des plafonds de verre qui découragent souvent les filles de s'orienter vers les filières techniques, numériques et scientifiques. Ce sont des discriminations et là aussi des plafonds de verre plus ou moins assumés ou sournois dans le milieu du travail. Nous les connaissons. La différence des salaires entre les femmes et les hommes, à travail égal, point de salaire identique. Au moment de l'embauche à un poste de responsabilité, c'est la tentative illégale de connaître le projet d'enfant. Ce sont les avancements de carrière moins rapides, c'est la promotion qui n'arrive pas, ou alors il faut faire un choix entre la carrière et les enfants. Ce sont aussi les accommodements face à la montée de revendications contraires à nos lois. En République, on ne peut renoncer à sa liberté et donc à sa responsabilité. Ces discriminations, ces barrages perdurent aussi dans la sphère politique. On se souvient du trait de Cécile Duflot, qui lui avait valu d'être sélectionnée pour le prix de l'humour politique. Quel est le féminin de candidat au cantonal? C'est suppléante. Et même depuis l'institution d'un binôme paritaire au départemental, on a pu entendre le candidat masculin parler de sa suppléante pour parler de son binôme. Et il n'est pas rare que des femmes élues d'un conseil soient fortement incitées à passer leur tour au profit des hommes, voire à devoir démissionner pour permettre à un collègue masculin de cumuler des fonctions. Lors des nominations qui échappent aux quotas imposés par la loi, la parité n'est pas souvent la règle. Sans obligation légale, on trouve naturel de remplacer des hommes par des hommes dans les organismes. On l'a évoqué que la semaine dernière en conseil de métropole à propos de la carène. Et pourtant, le constat avait été fait dans ce même établissement d'une trop faible présence des femmes dans les musiques actuelles. Cette prise de conscience avait d'ailleurs conduit à la mise en place d'une formation dite genrée, louable et fort, mais quel lendemain! Et on n'a pas su non plus les suites qui avaient été données à un budget sensible au genre, expérimenté dans les médiathèques de notre collectivité. Je crois que c'était en 2018. Chers collègues, les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer dans la promotion des femmes et des jeunes filles. Les collectivités publiques doivent être exemplaires en matière de prévention et de lutte. Cela veut dire agir dans l'espace public et aussi comme employeurs auprès de leurs agents et dans les sociétés placées dans le giron de nos collectivités. Nos collectivités
villes et métropoles ont adopté une politique volontariste pour l'égalité femmes-hommes. Nous avons cependant alerté sur le risque de la voir diluée dans une optique plus large de lutte contre d'autres formes de discrimination, tout aussi nécessaire, mais qui doit relever d'une approche distincte. Et au-delà des dispositifs d'alerte et de signalement, c'est par l'exemplarité des responsables, élus ou agents, que pourra se libérer la parole des femmes pour lutter contre les violences sexistes ou sexuelles, respecter leur dignité et promouvoir l'égalité. Je vous remercie de votre attention.